Bonjour à tous, bienvenue sur Les Experts. Le cornu sur un fil, vote crucial pour le cornu. Le Premier ministre fait la une des quotidiens ce matin alors que le budget de la sécurité sociale doit être voté en fin d'après-midi. Sébastien Lecornu va-t-il réussir là où Emmanuel Macron a échoué depuis 2017, à savoir faire voter un budget qui ira des écolos jusqu'au LR. Des tractations de dernière minute sont encore en cours autour des dépenses de l'assurance maladie notamment. Résultat des courses vers 17-18 heures. Mais derrière l'agitation politique, qui sont les gagnants et qui sont les perdants du budget 2026 ? C'est une question majeure. La France mène-t-elle une politique en faveur des seniors et au détriment des plus jeunes ? Ce sera le premier thème des experts ce matin. On va aussi parler logement avec des ventes en hausse de 11% dans l'ancien, selon les derniers chiffres des notaires de France. Est-ce qu'on est enfin sorti de crise ? Ce sera le deuxième débat. Et puis on va parler commerce international aussi avec ce chiffre choc, 1000 milliards d'excédents commerciaux de la Chine, dont 100 milliards sur le seul mois de novembre, en brandissant la menace des droits de douane. On va voir si la réponse et la méthode d'Emmanuel Macron est la bonne pour défendre la France et l'Europe. Et puis le dernier thème, pourquoi l'Europe repousse son plan Made in Europe qui prévoyait notamment d'imposer des quotas d'achats domestiques, la préférence européenne dans les achats et notamment sur les automobiles ou les onduleurs solaires. L'Europe peut-elle bâtir une stratégie industrielle quand ses États membres ne sont pas sur les mêmes intérêts économiques ? Ce sera le dernier sujet des experts ce matin. Allez, il est 10h passé de 2 minutes sur BFM Business. On est ensemble pour une heure de débat et de controverses. Bienvenue dans Les Experts, c'est parti. Les Experts, débat et controverses sur BFM Business. Et pour parler de ces différents sujets, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Olivier Babot. Bonjour Olivier. Bonjour. Président de l'Institut Sapiens. Face à vous, Erwan Tison. Bonjour Erwan. Bonjour Raphaël. Chargé d'enseignement à l'Université de Strasbourg. Et Rafik Smati. Bonjour Rafik. Bonjour Raphaël. Fondateur de Luxor.ai et président du groupe Aventors. Alors le premier sujet, la France privilégie-t-elle, difficile à dire, ces seniors. On a le vote du PLFSS qui est enfin attendu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le suspense reste entier. On va tirer un peu le bilan. Je commence avec vous, Erwan, des différentes négociations autour du budget de la Sécu. Qu'est-ce qu'il en ressort selon vous ? Et est-ce qu'au vu des tractations, on peut dire que la France privilégie ses seniors ou pas ? Je pense que vous me posez la question avec une petite arrière-pensée. Oui, bien sûr, ça fait des années qu'on a écrit là-dessus avec plusieurs autres amis économistes. Quand on regarde ce budget-là, effectivement, pourquoi est-ce qu'il privilégie nos retraités ? Premièrement, on est quand même dans une situation où on doit se faire entre 25 et 30 milliards d'euros d'économies, et on parvient quand même à réindexer les pensions de retraite, c'est-à-dire à remettre, pour une pension moyenne, environ 80 euros par mois à un couple de retraités. Donc moi, j'ai une petite pensée pour nos amis retraités qui, au 1er janvier, vont voir leur pension augmenter, alors que l'État avait dit qu'il faisait 30 milliards d'économies. On va se demander un petit peu le pourquoi du comment. Ensuite, c'est un enfermement politique. Le politique, quelque part, c'est un commercial dont la principale force de vente, c'est ça, et son principal objectif, c'est sa réélection. Aujourd'hui, les retraités sont majoritaires dans le corps électoral, donc il n'y a rien quelque part d'aberrant à ce que les retraités soient privilégiés. Les plus de 50 ans, les retraités, ils ont plus de 55 ans bientôt, mais quand on, en tout cas les retraités où sans venir. Mais quand on regarde effectivement dans ce budget, donc il y a eu la réindexation des pensions de retraite. Je rappelle en plus que la dernière réindexation de pensions de retraite, ça c'est Bercy qui nous le dit, 24 milliards d'euros, dont 75% ont été épargnés. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'année dernière, en décembre 2024, c'est comme si on avait pris 600 euros à chacun des travailleurs de ce pays, qu'on les avait tirés directement de leur fiche de paye pour les mettre sur le livret A des retraités. Voilà concrètement ce que ça signifie. Donc en plus de ça, on a eu toute une bronca sur il a la sauvegarde notamment des cures thermales, la sauvegarde des franchises médicales qui concernait principalement les retraités. Ils sont plus de 65% des consommateurs de soins dans ce pays. Et de l'autre côté, pas grand-chose sur l'éducation. L'éducation, 83 milliards d'euros de budget, dont 23 milliards de cotisations retraite directement. Donc c'est-à-dire que quand on retranche
tout ce qui concerne la retraite sur le budget de l'éducation, la France a, je crois, l'avant-dernier budget en termes de dépenses publiques par élève. Donc ça, clairement, quand on préfère privilégier une réaugmentation du pouvoir d'achat des retraités, qui en plus sera majoritairement épargné, plutôt que des dépenses massives d'éducation, je pense que Rafik et Olivier en parleront mieux que moi, dans un moment en plus où, vu les bouleversements technologiques, on a besoin d'investir massivement sur notre école qui part en déclin total, c'est une preuve aussi de la gérontocratie. Et dernièrement, rien sur la recherche, rien sur le logement. On a eu, il n'y a pas longtemps, un papier de vos amis de la Tribune qui nous disait que 44% des pauvres aujourd'hui ont moins de 30 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, on avait cet imaginaire collectif où le pauvre en France était un retraité isolé. En fait, on se rend compte aujourd'hui que le pauvre en France, c'est soit un père ou une mère de famille monoparentale avec des enfants de moins de 30 ans, soit un jeune isolé qui est soit obligé de décohabiter dans un endroit qui est très loin de son lieu d'activité, donc du coup d'être condamné à l'inactivité, soit de retourner habiter chez ses parents à plus de 30 ans. Donc voilà, donc la France effectivement est un pays qui préfère sa gérontocratie plutôt que de préparer son avenir, mais rien d'étonnant. Gérontocratie, le mot est fort, vous êtes d'accord avec ça, Olivier, Rafik, Olivier? Pardon, je suis sur Rafik, dire plein de trucs super, mais je commence. J'ouvre le feu aussi, enfin, après Erwan. Je suis assez d'accord si on prend littéralement parlant le pouvoir des plus anciens. C'est ça, gérontocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, électoralement parlant, le passé est plus bancable que l'avenir. L'avenir, c'est les jeunes, mais ils votent moins, et puis ils sont pas très nombreux d'ailleurs, puisque fin du baby-boom aidant, nous sommes à un moment où il y a moins de jeunes, donc il y a plein de choses qui font qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. Tant mieux, on vit plus longtemps, c'est formidable, on s'en réjouit tous. Est-ce qu'il n'est pas complètement anormal qu'on s'en occupe non plus? Mais ça change pas seulement la proportion de la population, ça change aussi la façon dont on va se préoccuper des problèmes. Et là, c'est dramatique, puisque nous sommes entraînés vers le bas par des préoccupations qui sont celles de la préservation du revenu, du niveau de vie des retraités, il faut bien le dire, les 10% d'abattement. La CSG différentielle, mais qui ne se justifie absolument pas, puisque la CSG, par définition, est une façon d'essayer de ne pas faire... Regardez, on n'a pas suffisamment souligné l'absurdité de l'affaire. La CSG a été inventée par Michel Rocard à 1% à l'origine, pour essayer de basculer une partie de la protection sociale qui est trop sur les travailleurs sur d'autres revenus, en particulier, effectivement, les revenus de la redistribution que sont les retraités. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une CSG qui ne cesse d'augmenter sur le capital, mais qui est très lourde, évidemment, sur les travailleurs, et qui est allégée sur les retraités. Voyez la contradiction. Et puis, l'année blanche, c'était une façon quand même assez peu terrible, peu cruelle, d'essayer d'alléger un peu, puisque l'année blanche, c'est quoi? Vous touchez la même chose en euros courants, mais évidemment, en euros constants, ça s'est un tout petit peu érodé de l'inflation. Or, l'inflation, quelle est-elle? Elle est autour de 1%. C'est quand même pas, c'est pas 15% d'inflation. Je veux dire, c'est pas l'Argentine non plus. C'était une toute petite érosion, mais cette petite érosion, elle faisait beaucoup d'oxygène pour notre système. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en fait, nous sommes poussés vers le bas par ce système-là. Le dernier truc à rappeler, ce dont on s'est rendu compte récemment, c'est qu'on a l'impression que même dans l'éducation nationale, puisque pour faire le lien avec l'école, qu'on dépense beaucoup d'argent, mais en fait, une grande partie de cet argent, c'est des surcotisations qui sont fléchées directement vers en fait l'éducation d'hier. Donc nous sommes toujours à payer la France de demain, d'autrefois, et ça nous empêche totalement de financer la France de demain. C'est tragique. Voilà, on la finance quand même, je trouve très dur. D'abord, les seniors augmentent, c'est une population dont il faut s'occuper aussi de nos vieux, Rafik Smati. Est-ce que ça veut dire qu'on ne s'occupe pas de nos jeunes? Le problème, Raphaël, est beaucoup plus compliqué que celui-ci. Moi, je ne suis pas dans la lutte des âges. Je vois les choses de manière un petit peu plus distante, et ce que je constate et ce que j'observe, c'est que la France a fait le choix de la protection plutôt que le choix du risque. Et ce n'est pas nouveau, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs dizaines d'années. Et ce choix-là, il se manifeste dans tout. Il se manifeste dans les choix économiques qui ont été entrepris ces dernières décennies. C'est-à-dire, à quoi vous pensez? Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a 40 ans, Raphaël, les retraites représentaient 7% du produit intérieur brut. L'éducation nationale représentait 7% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, les retraites représentent 14% du produit intérieur brut et l'éducation, 7% du produit intérieur brut. On voit bien la dynamique. Pyramide des âges, pardon, mais c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus cynique que ça. Et quand vous prenez les 7% de la part de la richesse nationale que représente l'éducation nationale, c'est-à-dire ce qui est censé préparer l'avenir, vous l'avez bien dit, une grande partie de ce budget de l'éducation nationale, ce sont des pensions de retraite. De sorte que si on fait un retraitement,
C'est-à-dire qu'on enlève les retraites du budget de l'éducation nationale, nous avons un budget de l'éducation nationale qui baisse dans le temps. Mais vous vous rendez compte ? Et des dépenses par élève inférieures à beaucoup Pendant que le monde pays. est en train de préparer le 22e siècle, nous, on est en train de s'aborder notre futur. Sur les 1000 milliards de dettes nouvelles depuis 2017, la moitié, ce sont des retraites. 500 milliards des dépenses d'endettement, de retraite. 100 milliards pour financer le quoi qu'il en coûte de après 2022. C'est-à-dire qu'on privilégie dans nos dépenses, dans nos choix structurels. Quand vous regardez une entreprise et que vous regardez son bilan, vous avez une photographie de l'activité de cette entreprise. Ben c'est pareil pour l'État. Quand vous regardez le bilan de l'État et son compte de résultat, vous voyez un modèle qui est délibérément et de manière assumée orienté vers le passé. Et c'est ça qui devrait nous révolter et qui devrait révolter aujourd'hui les jeunes, qui devrait révolter aussi les profs, parce que quand nous avons aujourd'hui les profs qui sont extrêmement mal payés, pourquoi tout ça ? Parce que justement, vous aviez eu cette opacité dans le budget de l'éducation nationale qui fait que le salaire des profs et l'éducation de nos enfants sont les variables d'ajustement. C'est la raison pour laquelle moi je me refuse à tous les affrontements bidons qui sont mis sur la place par une partie du personnel politique qui consiste à dire oui, c'est les patrons contre les salariés, c'est la sphère privée contre la sphère publique. Non, la réalité, c'est qu'on est tous dans le même bateau. On est tous prisonniers d'un passé qui nous enferme dans des dogmes et qui nous fait nous saborder. Je dis bien nous saborder pour la grande bataille du futur qui vient. Oui, est-ce que c'est un éclairage du débat qui est compris aujourd'hui ? On ne va pas rentrer dans une guerre des générations, parce que c'est quand même vraiment pas ça l'idée, mais... Non, mais c'est pas... Mais Erwan, qui est un peu, pardon messieurs, qui sera le jeune de l'émission, vous avez eu droit à une éducation, à une santé, on cotise aujourd'hui, tous les actifs que nous sommes, pour ceux qui ont travaillé avant nous, les générations précédentes. Est-ce que c'est pas normal aussi qu'avec une population vieillissante, il y ait une part croissante qui aille vers cette population croissante aussi ? Mais bien sûr que si. Je ne remets pas en cause la solidarité intergénérationnelle. Et je ne remets pas non plus... le but, c'est pas de lancer une guerre des âges. La question qu'on a, et la question que doit se poser l'économiste et le politique, c'est que dans un environnement budgétaire contraint, où doivent aller les ressources ? C'est la base de l'économie, c'est la gestion de la maison. Où est-ce que je dois allouer mes ressources pour qu'elles soient le plus efficaces et le plus optimum possible ? Est-ce que augmenter les pensions de quasiment... Alors si je prends juste les réindexations sur ces 5 dernières années, on n'est pas loin des 40 milliards. Est-ce que d'allouer 40 milliards par an, donc c'est-à-dire sur 10 ans 400 milliards, est-ce que je dois du coup allouer cet argent-là effectivement sur du pouvoir d'achat instantané ? Alors, sachant en plus qu'on est un système qui dépense énormément, avec un taux de pauvreté très faible, avec en plus des taux de récupération qui sont extrêmement forts, c'est-à-dire que pour chaque euro cotisé, les personnes actuellement à la retraite touchent 2 euros de pension, ça aussi c'est à rappeler, alors que ma génération, pour 1 euro cotisé, on va récupérer 90 centimes de pension. Est-ce que cet argent-là ne serait pas mieux utilisé pour quelque part faire grossir ce fameux gâteau, ce PIB, dont les dividendes nous permettraient là aussi de ne plus nous poser de questions à l'avenir sur notre système de retraite ? En fait, il y a cette préférence pour le présent qui malheureusement ampute complètement nos perspectives d'avenir. Du court-termisme, quoi. C'est et moi, j'en veux beaucoup à la représentation nationale parce qu'il se cache toujours derrière ce volet. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps dans l'urgence. Quand on regarde le dernier... Raphaël, je ne vais pas vous faire l'affront de poser la question parce que vous êtes sûrement le meilleur spécialiste des questions budgétaires dans ce pays, mais quel est le dernier budget où on a eu le temps ? C'était 2017. Parce que 2018, les Gilets jaunes, 2019, réforme des retraites, 2020, Covid, 2021, Covid, 2022, Ukraine, 2023, Ukraine, 2024, dissolution. Donc la dernière fois qu'on a eu un budget où on a eu le temps, c'est-à-dire quoi le temps ? C'est-à-dire d'avoir une politique qui se pensait à moyen terme, au-delà justement d'1 an et 2 ans. Et ben on a réussi à générer 7 années de création d'emplois net. On a créé quasiment 2 millions d'emplois grâce justement à un PLF et un PLFSS où on a pris un peu le temps. Ouais, ça remontait à 2014 quand même. Ça a commencé en 2014. La question c'est, est-ce qu'il ne serait pas est-ce que le gouvernement et la représentation nationale, plutôt que justement de faire leur chicaillerie et de faire, comme le disait Yann Algan dans une très bonne note il n'y a pas très longtemps, de faire leur propre autopromotion pour justement garder cette petite pastille d'1 minute à diffuser sur les réseaux sociaux plutôt que de travailler sur le fond, est-ce qu'on ne pourrait pas justement reprendre un peu le temps et se poser la question de l'arbitrage de chaque euro qu'on va dépenser, avec des études d'impact et en se disant les dernières réindexations des pensions de retraite ont profité principalement au livret A et aux assurances vie, est-ce qu'il ne faudrait pas du coup le réinjecter dans d'autres financements aux effets de levier beaucoup plus importants et arrêter de se cacher derrière la fameuse urgence qui permet en fait, qui est une paresse intellectuelle et qui évite du coup la plupart du temps à nos députés de travailler en fond les sujets. Est-ce qu'on parle d'urgence ou simplement d'une tripartition de l'Assemblée nationale qui est le résultat du vote des Français avec des partis qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres,
Et ce budget est le résultat du compromis pour réussir, encore une fois, comme je le disais en début d'émission, d'arracher un vote des écologistes jusqu'au LR. En tout cas, ils sont d'accord au moins sur une chose, parce que les retraites, c'est quand même le point sur lequel il y a le plus d'accord. Vous allez trouver très peu de gens capables d'expliquer qu'il faut que les retraités fassent des efforts. La population qui vote aussi, mais c'est regardez, aussi le résultat de la démocratie. Regardez l'ironie de l'histoire. L'État, surtout du point de vue libéral, et surtout critiqué pour ça, mais l'État prétend protéger les gens contre ce qu'on appelle leurs préférences intertemporelles. Pourquoi on nous oblige à mettre de côté pour notre retraite ? Parce que théoriquement, on estime quand on est jeune qu'on mourra jamais, qu'on est immortel, et puis voilà, on ne mettrait pas suffisamment de côté. L'État, normalement, est là pour, dans sa grande sagesse, vous obliger à regarder les choses sur le long terme. Or, que se passe-t-il ? Eh bien, les décisions issus du jeu démocratique font justement que nous sommes dans les préférences intertemporelles les plus comment dire, puériles, infantiles, stupides, à courte vue, puisque justement nous sacrifions l'avenir au profit du passé. Et ça va plus loin, c'est même une question d'état d'esprit, parce que une population qui vieillit, c'est aussi une population qui veut plus de certitude. Si notre État-providence est devenu un État édredon, c'est-à-dire qui est censé étendre son velours côteleux sur tous les événements de la vie extérieure, internationaux, pour nous éviter de ressentir jusqu'à, n'est-ce pas, l'inflation. Il faut vite un chèque inflation, vite quelque chose pour que nous y remédions. C'est bien parce qu'il y a cet esprit de sécurité qui s'oppose, et puis probablement aussi le principe de précaution. Hein, c'est pas étranger à ce vieillissement général d'un état d'esprit qui fait qu'on n'innove plus, on prend plus de risques. Et si on disparaît de la scène de l'histoire, si aujourd'hui on est dans l'état, en fait, c'est quand même assez frappant dans ce qu'a dit, peut-être qu'on parlera tout à l'heure de la Chine, mais on est dans l'état d'esprit où on était autrefois, où était la Chine quand elle était un pays émergent. C'est-à-dire qu'on est là, venez, mais s'il vous plaît, donnez-nous un peu de technologie. On voit bien combien on s'est tiers-mondisé, au sens on est devenu un pays émergent, ou plutôt un pays immergé. Il faut quand même le dire, et c'était très intéressant que Erwan le répète, hein. Oui, il n'y a pas de guerre des générations. Il faut quand même rappeler, aujourd'hui, sur un salaire brut, vous êtes à 28% de cotisation vieillesse. Autrefois, vous étiez à 15%. En effet, vous avez cotisé 1 euro. Souvent, vous avez récupéré 2 euros, voire encore plus, voire 4 fois, si vous étiez dans les générations d'avant. Aujourd'hui, un jeune, il sait très bien, il y a de quoi le rendre amer, que l'euro, il ne va pas le revoir, qu'il va avoir moins d'un euro pour l'euro qu'il aura cotisé. C'est quand même, quand on connaît ce qu'il aurait pu avoir s'il avait placé dans un régime par capitalisation, j'avais à une époque fait ce petit calcul, hein, quelqu'un qui est au SMIC toute sa vie, s'il avait mis les 500 euros par mois dans un régime par capitalisation, à la fin, il a plus d'1 million et il peut se payer beaucoup plus que quasiment le minimum vieillesse que vous donne le régime par répartition. C'est malheureusement tout à fait vrai. Enfin, tous les fact-checkers ont dit que j'avais raison, même si le passé ne préjuge pas du futur. Enfin, c'est ce qui se serait passé dans le passé. Il y a quand même un côté scandaleux et qui, qu'on le veuille ou non, attise une aigreur, une amertume légitime des jeunes vis-à-vis des plus âgés. Qu'il faudra traiter le plus rapidement possible. Un des ingrédients de cette amertume, c'est aussi le logement. Les jeunes qui ont de plus en plus de mal à se loger. Erwan, ça va un peu mieux quand même du côté du logement. On a eu les chiffres des notaires de France. Plus 11% sur les ventes, le marché repart, les signaux économiques sont plutôt positifs, rebond des ventes, reprise du crédit, 921 000 ventes en un an à fin septembre. Est-ce qu'on est sur un rebond solide du marché immobilier ou un mirage technique ? Ça fait 2 ans que c'était à l'arrêt quand même. Hein. On verra, on verra. Déjà, pour nuancer un peu ces chiffres, alors oui, on va s'en réjouir parce que c'est, sur le front du logement, effectivement, c'est pas les bonnes nouvelles sont pas légion. En fait, on revient juste au niveau de 2017. Voilà, de janvier 2017 en termes de transactions. Et ces transactions-là concernent exclusivement l'ancien et pas le neuf. Donc, qui est toujours en panne. Hein. Exactement. Et quand on regarde, par exemple, ce que nous expliquent des experts comme Robin Rivaton, qui nous disent qu'effectivement, on est toujours dans un déficit chronique d'offres et qu'en fait, on ne construit plus. La construction est à l'arrêt. Et là, la construction a été à l'arrêt ces 2-3 dernières années, notamment parce qu'à l'approche des municipales, mais aussi parce qu'on a un renchérissement complet du coût de construction, hein, avec des fois, sur certains endroits, près de 30% d'augmentation du prix de construction au mètre carré. Beaucoup de nouvelles normes. Dû effectivement au volet normatif. Le logement, en fait, c'est la bombe quelque part insidieuse, mais qui commence à exploser à droite à gauche. La première déflagration, c'est sur la démographie. Celle qui était un peu avant, c'était celle notamment sur le pouvoir d'achat. En fait, on se rend pas compte que la plupart de nos problèmes sont interconnectés au logement. On a, si vous voulez, des problématiques de mobilité du travail
qui explique qu'on a un taux de chômage frictionnel autour de 7,5%, qui sont liés du coup à une déspatialisation de l'offre et de la demande de travail. On a effectivement un logement qui pèse jusqu'à 29%. C'est la dernière livraison INSEE sur les données Fideli 2025. Panorama statistique français, on se rend compte en fait 29% pour la plupart des gens qui sont dans le parc privé. Dans le parc social, c'est 15%. Pour les retraités, on est aux alentours de 13-14%. Pour des jeunes, ça peut monter jusqu'à 30-35% en termes de taux d'effort. Comment vous voulez, ça c'est Maxime Sbailly qui le dit dans son dernier essai, comment vous voulez vous projeter tout simplement dans la vie future si, à comparaison entre les générations, vous avez perdu quasiment 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, c'est une pièce en plus. C'est une pièce, donc c'est un enfant en moins. C'est un enfant en moins. Et en fait, on retrouve le différentiel entre le désir d'enfant exprimé et le nombre d'enfants réels par femme. Et donc, du coup, en fait, on se rend compte que le logement est passé, mais complètement à travers les radars de l'exécutif. C'est surprenant, je veux dire, c'est un sujet qui est quand même totalement absent du discours politique. Mais non, mais et les ministres succèdent. Ça l'a été à dessein en 2017 parce qu'on a considéré que c'était une rente. Ça l'est aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un secteur qui demande beaucoup d'investissements cognitifs, intellectuels et économiques pour comprendre ce que ça fait. Et surtout, il n'y a pas de dividende réel. Quand vous augmentez les pensions, ça se voit au 1er janvier. Oui. Quand vous faites des mesures sur le logement, ça se voit à 7 ou 10 ans. Et quel député aujourd'hui, avec la possibilité d'avoir une dissolution instantanée ou dans les mois qui viennent, aurait envie de mouiller la chemise pour porter des mesures dont les dividendes ne seront versés que dans 7 à 10 ans ? Personne. Donc on revient sur la logique du court terme, malheureusement, qui anime notre temporalité, que vient percuter la politique et le monde économique, Olivier Babot. Le logement et l'immobilier en général, c'est effectivement le sujet le plus important puisqu'il est au nœud d'énormément de problèmes. Aujourd'hui, un problème encore d'opposition intergénérationnelle dont on vient de parler, donc c'est un élément de plus. Il ne faut jamais oublier qu'aujourd'hui, pour un jeune, il est totalement impossible d'imaginer devenir propriétaire, même si vous êtes un ménage biactif qui gagne bien sa vie. C'est les primo-accédants qui montent, c'est pas tout à fait vrai, Olivier. Là, c'est les primo-accédants qui montent, c'est plutôt. Donc il faut bien dire que forcément, ils sont quelque part des héritiers. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un apport qui est quand même assez conséquent, ça paraît très difficile d'imaginer acheter autre chose qu'un appartement qui ne vous permettra pas d'avoir une famille, en particulier dans les zones tendues. En France, Ce déséquilibre entre offre et demande qui alimente cette augmentation des prix, c'est vrai, on n'est pas le seul pays à le connaître, mais enfin, il est lié évidemment à un malthusianisme très très fort de l'offre, lié à une logique mortifère. Enfin, je veux dire, c'est cette logique de toujours plus de réglementation, toujours plus d'augmentation des coûts à travers ces réglementations, les logiques totalement stupides et idéologiques de limitation des loyers qui font fuir les investisseurs parce que la rentabilité aujourd'hui d'un bien immobilier plus la fiscalité de façon générale devient absolument incertaine. Vous avez la fiscalité locale qui pèse de plus en plus, cette erreur fondamentale d'ailleurs du passage de la fin de la taxe d'habitation qui entraîne quand même un gonflement de la taxe foncière extrêmement important. Vous étiez contre, vous êtes plutôt pour les baisses d'impôts d'habitude, oui, non, j'ai toujours dit que j'étais contre cette histoire de taxe d'habitation, que c'était complètement stupide. On en revient à, là encore, on parlait de la CSG où la logique est inversée, mais on met tout sur la tête en France. Là, c'est pareil. La taxe d'habitation, c'était censé faire payer les gens qui habitaient quelque part. Oui. Maintenant, regardez l'ironie d'histoire, encore une fois, c'est qu'il n'y a que ceux qui n'habitent pas là qui payent la taxe d'habitation, c'est les résidences secondaires. Oui. Vraiment, vous voyez, tout ce système fait qu'on ne se rend pas compte que d'adaptation en opportunité politique, on crée un système fiscal extrêmement contre-productif qui va à l'inverse de tout ce qu'il était censé faciliter. Il faudrait vraiment mettre tout ça par terre, repenser complètement les normes en particulier et puis l'accès au foncier pour libérer la construction, parce que c'est quand même la première chose pour rééquilibrer le marché, et libérer aussi probablement la fiscalité et augmenter la mobilité aussi qui aiderait l'économie d'ailleurs. On approche des municipales, on est à un peu moins de 100 jours des municipales maintenant. On a souvent l'habitude de dire aussi maire bâtisseur, maire battu. C'est pas toujours bien vu non plus dans l'opinion publique, Rafik Smati. Ce qui est particulièrement tragique, c'est pour notre jeunesse. Vous savez, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat il y a un petit peu plus de 25 ans, mes plus jeunes collaborateurs, leur rêve était, d'ailleurs, ils le devenaient pour certains, propriétaires. Oui. Ensuite, j'ai vu l'évolution. 10 ans plus tard, alors, ils avaient renoncé à devenir propriétaires, ils allaient être locataires. Et aujourd'hui, un jeune vous dit, pour beaucoup d'entre eux, en tous les cas à Paris, qu'il veut être en colocation. C'est-à-dire qu'on est passé du propriétaire au locataire, au colocataire. Et c'est un glisse. Et alors, il s'en accommode. C'est vrai chez les seniors d'ailleurs. Oui, d'une certaine façon. Et alors finalement, on en arrive, et ce débat sur l'immobilier est un concentré quelque part du mal français. On en arrive à redécouvrir une évidence, c'est que pour investir dans l'immobilier, il faut des investisseurs.
il faut des capitaux. Oui. Et que Là, on le disparaît, capital et que l'investissement, ça ne tombe pas du ciel. Ça obéit à un certain nombre de règles, parfois irrationnelles. Et donc, quand vous investissez dans un bien immobilier, que vous dites que par un concours de circonstances, il peut être squatté et que vous allez devoir vous battre pour pouvoir le récupérer, ça ne vous donne pas forcément envie d'investir. Quand vous dites que vous allez devoir faire face à une montagne de normes et d'obligations toutes plus irrationnelles les unes que les autres, ça va vous dissuader. Quand vous entendez dire, parce que tout ça c'est à l'état de rumeur, et c'est mortifère une rumeur en économie, que la taxe foncière va être redéfinie. Alors probablement d'ailleurs, parce qu'on sait bien... la révision, c'est pas une rumeur, cher Rafik. La révision des valeurs locatives, on en parle depuis plus de 10 ans, mais c'est vrai qu'elle tarde un peu à venir. Quand on parle de révision, on imagine tous que ça ne sera pas une révision à la baisse. On est bien d'accord, parce que nous sommes en France. Il y aura des perdants et des gagnants. À quelle sauce vous allez être mangé dans 2 ans ou dans 3 ans? Tout ça pour dire que l'investisseur, normalement constitué, quand il doit arbitrer entre plusieurs possibilités d'investissement, vu toutes les contraintes qu'on lui fait peser sur ses épaules, il va choisir autre chose. Donc ensuite, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas d'investisseurs, qu'il n'y ait pas de capitaux qui viennent mettre de l'argent dans l'immobilier. Bon, qu'est-ce qu'il faut Il nous reste 2 minutes là. Je veux des solutions pour régler cette crise. Il y avait une proposition qui était intéressante, c'était le statut du bailleur privé, qui a été un peu vidé de son essence au dernier moment dans le débat parlementaire. C'est une proposition en plus qui est proposée par tout l'éventail du secteur, des constructeurs aux bailleurs. Qui était vraiment salué par tout le secteur. Oui. Exactement, qui malheureusement a été annulé. Il y a plusieurs choses. Moi, je pense qu'il faudrait aussi assouplir complètement les règles du HCSF, le Haut Conseil à la stabilité financière. Vous savez, c'est ce conseil qui estime que vous ne pouvez pas dépenser plus de 30% de votre revenu en endettement. Question de sécurité. Oui, mais alors faut qu'on m'explique, Raphaël, dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'un ménage qui se loge à Paris et qui dépense 35 voire 40% de son loyer, de son revenu en location, ne pourrait pas faire la même chose en accès à la propriété? L'infantilisation, effectivement, a ses limites. Et si un jeune ménage décide, justement, parce que ses préférences intertemporelles le dictent, de mettre un effort financier à instant T pour accéder à la propriété, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un organisme national étatique déciderait qu'il n'aurait pas le droit de le faire. La banque a des ratios de rentabilité et a des ratios de solvabilité qui sont bien plus puissants que le HCSF. Déjà, il faudrait libérer ça. Vous faites ça, un statut du bailleur privé, vous assouplissez les règles du HCSF, vous remettez effectivement un allègement, notamment des DMTO, parce qu'il faut voir aujourd'hui que la fiscalité... Les droits de mutation à titre onéreux, ce qu'on appelle les frais de notaire. Voilà, c'est à peu près 10% du prix d'achat d'un bien. Et derrière, vous assouplissez certaines normes pour permettre la construction avec tout simplement des choses qui sont très simples. Guillaume Poitrinal en parle très souvent ici. C'est de dire, plutôt que d'avoir des recours qui peuvent durer jusqu'à 2 ans, vous faites des recours qui durent jusqu'à 1 mois. Et là, vous pouvez avoir effectivement une appétence à construire et surtout d'avoir des guidages, des guidance, comme on dit, de l'épargne des Français vers justement ce secteur qui en aurait tant besoin. Vous faites ces 3 mesures-là, je pense qu'on a un choc d'offres assez important. On a déjà un bon programme du côté d'Arwan-Tison. Olivier Babot. Moi aussi, évidemment, ce serait ces simplifications. Il faut rassurer les investisseurs. Il faut donner de la visibilité aussi sur l'état fiscal, essayer d'avoir une stabilité. Alors, est-ce qu'un gouvernement peut promettre une stabilité, puisque le nouveau gouvernement, par définition, n'a pas à se sentir... On l'a eu pendant à peu près 10 ans, la stabilité fiscale. Elle n'est jamais sûre, a priori, c'est ça le truc. Et il faut vraiment que vous ayez une capacité de vision, et puis il faut renoncer à toutes ces réglementations qui sont extrêmement inflationnistes, en réalité, en particulier sur les modes de construction et les normes. Rafik Smati, pour terminer. Je résume tout ça par un mot, c'est un choc de liberté. Ce qui serait salvateur pour l'immobilier, mais pour bien d'autres secteurs. C'est-à-dire le contraire de tout ce qu'on fait régulièrement, chaque fois systématiquement sur l'immobilier. En fait. Voilà. Bien, merci beaucoup.